Ok, tu t'es déjà demandé ce que ça pouvait donner la version maléfique de ton super-héros préféré? Parce que moi, oui, j'adore me poser des questions connes comme ça. Oui, et alors? Comment il serait? À quoi il ressemblerait? Etc. Sera-t-il plus fort? Etc. Et bah, ça tombe bien, car il s'avère que je lis dans tes pensées, et justement, je t'ai préparé une bonne petite liste bien ténébreuse de ces versions maléfiques de nos super-héros préférés. Alors pose-toi tranquillement, et prépare-toi pour un voyage dans les profondeurs de la malveillance. Ok, on va commencer directement par du très lourd. Déjà, faut avouer que Batman a durant des années accumulé de très nombreuses versions alternatives, que ce soit dans les jeux vidéo, le cinéma, les séries et surtout les comics. Et l'une des plus marquantes d'entre elles reste quand même le Batman qui rit. Tout a basculé pour Batman lorsque le Joker a commencé une série de meurtres à travers Gotham City. Le clown était en train de mourir des mêmes produits chimiques qui l'avaient transformé en ce qu'il était et voulait emmener tout le monde avec lui. Il a assassiné ainsi tous les ennemis de Batman, y compris le Pingouin, Catwoman, Killer Croc. Le Joker a également tué l'ami de Batman, le commissaire Jim Gordon, qui a accidentellement mis un piège à acide dans son carnet et lui a fait fondre le visage. Ça, mon pote, ça c'est hardcore. Batman a finalement repris du mouvement et, tellement traumatisé et en colère, a saisi le Joker et lui a brisé le cou. Mais à l'insu de Batman, le Joker a exhalé une toxine contenue dans son cœur qui a infecté tous ses proches s'il mourait. Dans le cas présent, il s'agissait de Batman. C'est l'une des versions les plus meurtrières de Batman et les plus violentes jamais créées. Et son impact dans la pop culture est clairement incroyable. Même si toi t'es novice dans les comics, je suis sûr à 1000% que t'as déjà vu au moins une fois cette tête quelque part, tellement que c'est devenu grave connu cette version-là. Tu dois peut-être sûrement le savoir, mais DC Comics a lancé une série de jeux vidéo appelée Injustice, et il y en a d'ailleurs 2 qui sont sortis. Et si tu n'y as jamais joué, bah en fait, qu'est-ce que tu fous ici encore? Écoute-moi bien mon pote, si t'aimes les super-héros et que t'aimes les jeux de baston, ce jeu est fait pour toi. Mais bref, là c'est Superman qui nous intéresse, et d'ailleurs l'univers d'Injustice existe également en comics, et c'est un monde dans lequel Superman a totalement pété un câble. Il était à l'origine un héros tout à fait ordinaire comme on le connaît tous, jusqu'à ce que sa femme et son enfant à naître soient tués par le Joker. Tiens, encore lui. Ok, est-ce qu'il y a une journée où c'est pas un connard lui? Et que du coup Metropolis soit atomisé par cette même menace. Il a donc autrefois tenté d'apporter la paix dans le monde, mais il est devenu un tyran impitoyable, prêt à tuer n'importe qui pour maintenir la paix. Allez, un tout petit peu radical le petit Superman quand même. La personnalité de Superman avant de perdre Lois au profit du Joker était identique à celle de son homologue dans l'univers primitif. Après avoir tué le Joker en guise de représailles, la vision de la justice de Superman a complètement changé et il était déterminé qu'une tragédie similaire ne se reproduise. Donc on va dire que au fond, il a de bonnes raisons d'agir. Mais c'est juste qu'il a une manière radicale d'exercer la chose, et c'est malheureusement ça qui fait de lui une version maléfique de Superman. Et donc il ne croyait plus que les criminels pouvaient être rachetés et que les tuer mettrait fin au problème tout simplement. Ce point de vue l'amena bientôt à être mécontent des dirigeants du gouvernement du monde, se lançant ainsi dans une campagne visant à supprimer tous les gouvernements de la Terre, un nouveau où lui et ses alliés auraient un contrôle total, se croyant les seuls capables de parvenir à la paix mondiale, même si leurs méthodes sont un peu trop extrêmes dans leur exécution. Les nouvelles capacités de ce Superman restent finalement pas si différentes que celles du Superman qu'on connaît, c'est-à-dire la super force, la super vitesse, la super résistance, etc. Mais là, on peut rajouter l'intelligence améliorée puisque Superman a un intellect exceptionnel, et depuis qu'il a craqué, on va dire qu'il s'est entièrement consacré à son travail afin de vaincre les criminels et toute personne contre lui, et il utilise son charisme et son aura pour manipuler les gens et les autres super-héros afin qu'ils lui obéissent et le suivent dans son plan machiavélique. Dans cette réalité, Peter Parker vit dans une ville de New York rongée par la corruption et son oncle Ben est assassiné sur ordre du bouffon dans des conditions horribles puisqu'il a été dévoré vivant par le vautour qui est ici une bête de foire cannibale. Le jeune Peter obtient ses pouvoirs alors qu'il pille les exécuteurs et Kraven le chasseur dans un trafic d'antiquités. Une statue voodoo se brise en tombant, libérant ainsi de nombreuses araignées qui tuent Fancy Dan, tandis que l'une d'entre elles le mord, provoquant ainsi une vision dans laquelle une entité mystique lui apparaît en déclarant lui conférer un pouvoir. Oui, les scénaristes de ce comics ont peut-être un peu fumé, mais c'est pas grave, c'est pour la culture. Il ne tarde pas à se forger l'identité masquée du Spider-Man, et avec l'aide de Felicia Hardy, il parvient à faire tomber Osborn. Contrairement donc à certaines de ses nombreuses versions, le Spider-Man noir qu'on a là n'hésite surtout pas à tuer pour protéger des innocents et il a aucune limite. Bon, ça reste assez soft par rapport à certaines versions plus violentes de Spider-Man, mais je voulais quand même le placer ici car mine de rien, il est pas si répandu que ça après tout, et je le trouve vraiment putain de classe ce personnage.
Dans cette réalité, Henry McCoy, futur donc Dark Beast, est originaire de la Terre 295. Né mutant, il a toujours eu les mains et les pieds plus larges que les autres enfants. Cela est dû au fait que son père ait été exposé à des radiations avant de le concevoir. Henry obtint ainsi son doctorat de biochimie juste avant que le mutant éternel Apocalypse ne prenne le contrôle de l'Amérique. Henry se fait vite remarquer par le tyran et bientôt il entre à son service comme scientifique. Sous les ordres de Sinistre, il amplifie expérimentalement les pouvoirs des mutants considérés comme inaptes à survivre pour en faire une armée de mutants améliorés au service d'Apocalypse. Ces expériences étaient incroyablement sadiques. Henry prenait grand plaisir à faire souffrir ses victimes. Les prisonniers de son centre d'expérimentation le surnommèrent bientôt Dark Beast. Disons que c'était en quelque sorte un scientifique digne des heures les plus sombres de l'Allemagne. Dark Beast possède une force surhumaine lui permettant de soulever ou d'exercer une pression équivalente à 10 tonnes. Avant ses expériences sur lui-même, sa mutation lui permettait déjà de soulever ou d'exercer une pression équivalente à 1 tonne. Finalement, ses pouvoirs ne changent pas tant que ça de celui du fauve d'origine, mais pour celles et ceux qui ne le connaissent pas vraiment, je vais les énoncer tout de suite. Dark Beast est du coup un mutant possédant une endurance, une agilité, des réflexes, une résistance et une force surhumaine. Il est capable de soulever jusqu'à 10 tonnes et possède une vitesse supérieure à la moyenne des êtres humains. Il peut faire des sauts de plus de 7 mètres et courir à 40 km/h pendant au moins une demi-heure avant de commencer à se fatiguer. Ses réflexes sont 2 fois plus rapides que ceux d'un homme normal. Sa vision, son odorat et son ouïe sont comparables à ceux d'un loup. Et en prime, il a une vision infrarouge. Et ses aptitudes résident surtout dans son métier de généticien talentueux, expert dans les manipulations, les expérimentations, les altérations, les mutations et les combinaisons génétiques, tel un vrai scientifique. Bon, scientifique de l'horreur très gore dans cette version-là, bien évidemment. Déjà, ce personnage évolue au sein de l'univers de Old Man Logan, qui est l'histoire qui a grandement inspiré le film Logan sorti au cinéma, histoire dans laquelle on suit Logan au cours de ses derniers jours en tant que super-héros, et il n'est plus le même qu'autrefois. Mais bref, là on parle surtout de Hulk, et du coup dans cette réalité, personne ne savait avec certitude ce qui avait causé son changement radical d'humeur du jour au lendemain. Certains spéculent que c'était le rayonnement supplémentaire qu'il avait absorbé alors qu'il était témoin de l'explosion d'une bombe atomique au-dessus de la Californie, mais personne n'arrive à clairement dire pourquoi. Banner a grandement changé, Banner n'est plus le même qu'avant, et dans ce monde-là, il a finalement conquis la Californie face à son ancien ennemi, l'Abomination, en la renommant Hulkland. Ouais, Hulk devient dirigeant. Ouais, quel beau merdier. Et en s'érigeant en souverain, lui et sa cousine She-Hulk ont eu de nombreux enfants. Non, c'est la vérité. Qui, à leur tour, ont eu leurs propres enfants. Eh ben, mon cochon, c'est très inceste tout ça, tiens. La famille était donc surnommée le Hulk Gang. Putain, rien ne va dans cette putain de réalité. L'un des débiteurs de Banner était l'homme anciennement connu sous le nom de Wolverine. Lorsqu'il n'a pas pu payer son loyer à Banner, Banner a envoyé ses enfants réclamer l'argent. Logan a négocié un délai de grâce, acceptant un poste de garde du corps de Clint Barton lors d'une livraison à travers le pays afin de payer ses dettes. Cependant, pendant que Logan était absent, Banner a fait tuer sa famille tout entière, sans aucune pitié. Logan a donc craqué et est parti venger sa famille. Il commença donc à tuer la famille de Banner une par une avant de faire exploser une bombe qui détruisit leur campement et tua la plupart d'entre eux avant d'affronter Banner lui-même. Banner a donc avoué qu'il avait fait tuer la famille de Logan juste parce qu'il aspirait à un combat comme au bon vieux temps et voulait que son Wolverine revienne. Ouais, par pur plaisir. Je vous avais dit qu'il avait changé Banner, ok? Pendant le combat, Bruce s'est transformé et a fini par manger Logan entièrement, ok? Puisqu'il avait pris l'habitude de manger ses rivaux après un combat au fil des années. C'est pratique finalement. Logan a guéri dans l'estomac de Bruce, finissant par se frayer un chemin et a fini par tuer Banner dans le processus. C'est un comics très violent, ok? Donc je vous le conseille à 1000%. Si tu veux voir une version très maléfique de Hulk. Ultraman Superman. Contrairement à Superman, Ultraman devient plus fort à chaque exposition à la kryptonite, développant ainsi un super pouvoir à chaque exposition. Lors d'une exposition, par exemple, Ultraman a obtenu la capacité de voir à travers les barrières dimensionnelles, altérant par exemple le syndicat du crime de l'existence de terres alternatives. Cela a permis au syndicat d'attaquer la Justice League et la Justice Society. Et fait d'ailleurs intéressant, une exposition à une trop grande quantité de kryptonite le paralyse car il acquiert une trop grande quantité de pouvoir et son corps ne sait plus lequel utiliser. Est-ce que tu vois à quel point il est cheaté déjà ce mec? Principalement, les seules différences entre les pouvoirs de ce Ultraman et les pouvoirs de notre Superman, c'est qu'il se nourrit de kryptonite. Vraiment, il kiffe ça, ok? Et qu'il a quelques pouvoirs cosmiques supplémentaires. Et pour finir, il fait partie du syndicat du crime, qui est une sorte de Justice League qui tue les criminels pour dominer le monde.
Flashpoint Wonder Woman. Wonder Woman est l'une des deux antagonistes secondaires avec Aquaman de la mini-série de bande dessinée Flashpoint. Dans cette histoire, Diana est devenue la reine des Amazones au lieu de devenir une super-héroïne et de rejoindre la Justice League. Wonder Woman et ses Amazones ont déjà aidé Aquaman et ses Atlantes contre un ennemi inconnu. Ensuite, Aquaman et Wonder Woman se sont pris l'un à l'autre et ont eu une rencontre intime, au grand désarroi de Mera, l'épouse d'Aquaman, qui, à l'insu de ce dernier et de Wonder Woman, a été témoin de la rencontre sexuelle entre les deux. Face à Wonder Woman, plus tard, Mera a été rapidement décapitée par la princesse amazonienne qui a ensuite envoyé la tête découpée de Mera à Aquaman en guise de cadeau entre gros guillemets. Enragé, Aquaman déclara la guerre aux Amazones, un conflit qui allait dévaster la planète entière. D'abord lorsqu'Aquaman inonda la majeure partie de l'Europe, puis lorsque Wonder Woman et ses Amazones prirent le contrôle de ce qui restait du continent, tuant plus de 30 millions de personnes. Puis un peu plus tard, a réussi à coincer Aquaman et a ordonné sa reddition, prévoyant de massacrer la population masculine de l'Atlantide et d'asservir les femmes. Ouais, c'est une féministe radicale, ouais. De retour d'une mission dans l'espace, Jean Grey est exposé au rayonnement mortel d'une éruption solaire et atteint brièvement son potentiel ultime de télépathe et de télékinésie. Jean devient un des êtres de pure pensée. C'est avec ce pouvoir incroyable que Jean répare le cristal fracturé de M-Crane, par exemple, mais restreint volontairement ses pouvoirs par la suite afin de les garder sous contrôle. Son vaste potentiel fait d'elle l'une des cibles pour Mastermind. Un peu plus tard, lorsque Mastermind tue l'image psychique de Cyclope, cela brise son emprise sur le psychisme de Jean. Cela donc brise les dernières barrières de son pouvoir. L'expérience de ce pouvoir dans sa totalité submerge Jean et elle se rebaptise Dark Phoenix. Pour rompre ses liens avec son identité moins puissante de Jean Grey, elle terrasse les X-Men et part pour une galaxie lointaine et dites-vous que pour se recharger, juste pour se recharger, elle dévore l'énergie d'une étoile voisine, provoquant une supernova qui tue toute la population de la seule planète civilisée en orbite autour de l'étoile. En tant que Dark Phoenix, la puissance de Jean Grey augmente de manière considérable. Elle est donc capable de réorganiser ou de désintégrer la matière à un niveau subatomique, de voler sans aide dans l'espace, de survivre dans n'importe quel environnement, même dans le noyau d'une étoile, et de manipuler les énergies électromagnétiques cosmiques pour générer divers effets et perturbations atmosphériques. Elle peut par exemple créer instantanément des trous de verre qui peuvent la transporter n'importe où dans l'univers. À ce niveau de puissance, elle est capable de vaincre facilement un héros de Galactus. Est-ce qu'on s'arrête là pour le côté cheaté ou... Dans cette histoire, après que la Phoenix Force ait été divisée par Iron Man, cette dernière est partie posséder Cyclops, Emma Frost, Namor, Colossus et Magik. Ces X-Men désormais connus sous le nom de Phoenix 5 ont utilisé leur immense pouvoir pour créer un paradis mondial. Les Phoenix 5 ont construit une nouvelle et grandiose utopie, une forteresse flottante pour les mutants, mais ils ont d'ailleurs carrément interdit la guerre. Leur pouvoir infini les détachait de l'humanité et les Avengers par exemple se méfiaient beaucoup d'eux, souhaitant se préparer au jour où les 5 perdaient le contrôle et deviendraient destructeurs. Ils tentèrent de récupérer l'espoir de l'utopie, mais Cyclope et Emma ont vaincu à eux seuls les Avengers, déjà, pour commencer. Ils ont heureusement été sauvés grâce à l'intervention opportune de la sorcière rouge, qui a téléporté les Avengers en lieu sûr. Scott réalisa qu'il devait traquer les Avengers, emprisonnant certains de leurs membres, tandis que les autres étaient forcés de fuir en tant que hors-la-loi. Scott défonce totalement en un seul coup Thor, la Chose et Hawkeye, et même Wanda était en difficulté face à Scott. Les capacités psychiques de Scott deviennent si puissantes qu'il est capable de lire simultanément l'ADN du Fauve, de Captain America, de voir la poussière au-dessus d'Utopia, de détecter les battements de cœur de Magneto, de sentir le poids d'Emma Frost, de voir le groupe sanguin de Logan, de voir la composition d'Iron Man, et même de lire les pensées de Charles Xavier. Il s'est pris les griffes de Logan dans la tête et il n'a rien eu. À un moment donné, il a tué et ressuscité le Fauve. Bref, je m'arrête là pour cette version très maléfique de Cyclope, et autant dire que c'est clairement l'une de ses versions les plus maléfiques, et ce qui fait d'ailleurs de lui l'un des personnages les plus puissants de tout Marvel. Voilà donc pour cette liste non exhaustive de quelques versions maléfiques de super-héros très connus dans la pop culture. N'hésitez pas à me dire quelle est votre version maléfique alternative d'un super-héros en particulier. Ça me ferait plaisir de lire vos préférences. N'hésite pas également à activer la cloche et à t'abonner pour les prochaines sorties de vidéos. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Kid. Peace.